visite ce matin du ministre de la Justice Moro Amadou au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Il est parti s'enquérir des conditions de travail au niveau de ce tribunal. Des précisions au tout début de cette édition. Sur fonds propres de l'État, la Direction générale des douanes du Niger est dotée d'une 50aine de véhicules. Ce don a été réceptionné ce matin et remis entre les mains du directeur général de la douane par le ministre de l'économie Jules Bailly, qui a fixé comme objectif à la direction générale avec ces nouveaux véhicules de doubler les objectifs, les recettes plutôt, dans les prochaines semaines. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. L'Association nigérienne de défense des droits de l'homme, ANDDH, a adressé une correspondance aux députés nationaux pour leur demander d'abroger la récente loi prise qui porte le nombre de députés, de sièges de députés à l'Assemblée nationale de 113 à 171. L'association demande cette abrogation parce que c'est une loi inopportune. Nous avons à cet effet interrogé le président de la dite association, le professeur Djibril Abarchi. Il sera l'invité de ce journal. Mais avant, je vous propose de suivre un extrait de l'entretien qu'il nous a accordé. Aujourd'hui, 58 députés, c'est beaucoup de charges, plus qu'on ne le croit. Ce n'est pas seulement les indemnités à donner aux députés. L'hémicycle, là, il ne peut pas contenir 2 députés de plus. Si on doit mettre 58 députés, il faut un autre endroit. Les députés, c'est d'autres charges accessoires que cela va entraîner. Donc, nous avons dit aux députés, et nous savons qu'il y a des députés patriotes, et nous nous adressons à l'ensemble des députés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, parce que pour initier une proposition de loi, il n'y a pas besoin de toute l'Assemblée. Un député ou 2 députés peuvent faire cette proposition de loi-là et la faire adopter. Nous avons dit que nous comptons sur des députés patriotes, et il y en a à l'Assemblée nationale, pour faire une proposition de loi qui ne comporterait pas plus d'un seul ou 2 articles, pour qu'on puisse, avant qu'il ne soit tard, avant qu'on ne s'engage dans le processus électoral, pour remettre cette option en cause. Parce que les dépenses qui nous attendent, je demande à chacun de surveiller ce que va être le budget 2016. On n'a pas de choix sur certains postes. On n'a pas de choix sur la sécurité. On n'a pas de choix sur la santé, au regard de ce qui vient de se passer. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il faut une représentation des Nigériens de l'extérieur, il faut 58 députés à l'Assemblée nationale. Ça n'a aucune justification. Aucun Nigérien ne s'est plaint pour dire « Ah non, moi je suis mal représenté, il faut qu'on augmente ». Qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs dans la loi? On s'est basé sur le fait que la population a augmenté de 11 millions et quelques à 17 millions, et donc en appliquant le quota de 1 député pour 5 000 habitants, eh bien ça fait 170 députés. Mais même la France a abandonné le réajustement du nombre de citoyens au nombre de députés. Pourquoi nous allons nous engager dans cette voie? Non seulement personne ne s'en plaint, il n'y a aucune nécessité de le faire. Et plus grave, ce qui est même bizarre, c'est que la représentation des Nigériens à l'extérieur, qu'on a voulu présenter comme quelque chose qu'il faut faire parce que c'est juste. Les Nigériens qui sont à l'extérieur, la plupart des Nigériens qui sont à l'extérieur, sont des Nigériens qui sont à l'extérieur pour des raisons économiques. Ils cherchent leur pain là-bas, leur gagne-pain là-bas. Ils mènent une activité. Les travaux de l'Assemblée nationale, les 2 sessions réunies plus les sessions extraordinaires, c'est au moins 6 mois de présence au Niger. Ils vont abandonner leur activité pour venir au Niger s'installer. Que vont devenir leurs affaires là-bas? C'est seulement des calculs politiciens, ou du moins la classe politique qui parce qu'elle a en face d'elle un peuple qui n'est pas tout à fait éclairé sur les enjeux, eh bien, elle se permet de prendre n'importe quelle décision et on essaie de la justifier avec des arguments plus ou moins boiteux. Voilà, entretien donc à suivre à la fin de cette édition. Malgré la décision prise par les autorités de faire évacuer les populations nigériennes des îles et des villages du lit du lac Tchad depuis quelques jours, il y a eu pour donc contrecarrer toute éventuelle attaque de la secte islamiste Boko Haram sur ces îles. Il a bel et bien eu des attaques, comme nous l'a confirmé ce matin le député national au titre de la région de Difa, Lamidou Moumouni Harouna. Il y a eu 2 attaques hier au niveau de ces îles. Lamidou Moumouni Harouna qui déplore par ailleurs les conditions dans lesquelles cette évacuation des populations qui vivent sur les îles et les villages du lit du lac Tchad a été entreprise par les autorités. Je propose de le suivre. Voilà que la décision vient de façon péremptoire donner un délai, en l'occurrence le lundi, pour que toutes les populations qui sont dans ces îles, qui seraient estimées
autour de 60 000 âmes, doivent déguerpir sans aucune forme de procès, sans avoir pris des mesures conservatoires pour les protéger contre l'insécurité. Parce qu'il s'agit aussi de faire en sorte que les éléments de Boko Haram qui sont dans cette zone-là ne puissent pas profiter de ce déplacement pour se ravitailler et commettre des dégâts matériels énormes. Bref, c'est fait. Vous avez vu le déplacement du Premier ministre et des partenaires au niveau de Ningimi. Et c'est pitoyable, c'est déplorable quand vous voyez le monde important qui est présentement en particulier à Ningimi. D'autres ont été transportés vers d'autres pays, notamment le Nigeria, et que sais-je encore. Donc c'est pour vous dire que, très franchement, de mon point de vue, la décision, elle a été un peu précipitée, elle n'a pas été suffisamment mûrie pour préserver les droits de ceux qui sont dans les îles. Et ce faisant, on a l'impression qu'il y a eu une panique quelque part, ce qui ne favorise pas aussi de sécuriser les populations elles-mêmes. Maintenant qu'elles ont quitté ces îles, c'est vrai, elles ont abandonné tout ce qu'elles ont comme bien dans ces villages. Tout ce qui ne peut pas être transporté a été abandonné. Et Dieu sait que c'est une industrie économique énorme dans les lits du lac Tchad qu'il y a. Mais cela n'a pas empêché que les éléments de Boko Haram puissent attaquer notre pays. Rien qu'hier, dans le village de Koukoudou, dans le département de Bosso, ce village a été attaqué. Il y a eu 5 personnes tuées et 2 Toyota emportés par les éléments de Boko Haram. Un autre village, en l'occurrence Kilboa, a été déserté avec un véhicule brûlé. Donc c'est vous dire que nous sommes dans une situation très précaire d'insécurité. Nous devons d'être solidaires en pareilles circonstances et nous devons faire en sorte que l'intégrité de notre pays soit protégée. Le ministre de la Justice, Moro Amadou, a effectué ce matin une visite au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Il s'est agi pour lui d'aller encore une fois voir les conditions de travail au niveau de ce tribunal. Moro Amadou a également mis à profit cette visite pour tenir une réunion avec plusieurs acteurs du système judiciaire nigérien. La particularité de cette autre visite du ministre Moro Amadou au tribunal de grande instance hors classe de Niamey reste la rencontre qu'elle a permis entre lui, les magistrats de la cour d'appel de Niamey, ceux des différents cabinets d'instruction, les responsables du tribunal et les cadres centraux du ministère. Nous avons effectivement profité également pour nous poser un certain nombre de problèmes logistiques, des problèmes d'ordinateurs, d'imprimantes, de photocopieurs, de lignes téléphoniques qui manquent souvent, de véhicules même pour le transport judiciaire. C'est l'ensemble de ces problèmes que nous venons de passer en revue. Je pense que c'est une réunion qui fera date dans l'histoire et qui va nous permettre de régler beaucoup de problèmes. La rencontre était donc un des objectifs de cette visite du ministre de la Justice, mais elle n'était pas le seul. Constater une fois de plus que les scellés, souvent sauvages, s'entassent dans ce tribunal sans que nous trouvions les mécanismes évidemment de leur meilleure gestion, étant entendu qu'un projet de loi pour les prendre en charge traîne encore à l'Assemblée nationale. Ça m'a permis également de constater qu'une réforme très importante que nous avons appelée le TTR, le traitement en temps réel, n'est-ce pas, qui permet au parquet, en relation avec les unités d'enquête, d'accélérer les procédures d'enquête et de permettre effectivement au parquet de diriger les enquêtes. Moro Amadou est allé service par service pour voir les conditions de travail au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, qui demeure celui qui reçoit encore le plus de dossiers sur l'ensemble du territoire national.
Le ministère de l'économie et des finances a remis ce matin à la Direction générale des douanes 55 nouveaux véhicules. Le ministre Jules Bayet, en remettant les clés de ces véhicules au directeur général de la douane, a indiqué que l'objectif c'est de permettre un doublement des recettes au niveau de cette direction dans les prochaines semaines. On fait le point avec nos reporters Nasser Seydou et Nasser Dantofo. 1,598,170 francs CFA. C'est le coût total de ce matériel roulant mis à la disposition des services des douanes pour lutter efficacement contre la fraude. Acquis sur les ressources internes du budget national, c'est donc composé de 55 véhicules de diverses marques vient renforcer le parc automobile de la douane afin de contribuer à la mobilisation des ressources. Il est indiscutable que la mise à disposition de ces véhicules doit provoquer un accroissement substantiel des recettes douanières dès les prochaines semaines. C'est à cette condition que le plaisir que j'éprouve en vous remettant ces véhicules aujourd'hui sera véritablement complet. C'est à cette condition également que vous me fournirez de bons arguments parce qu'objectif est mesurable pour poursuivre la modernisation et le renforcement des équipements de votre équipe. Mes propos ne signifient nullement que je sous-estime la mobilisation des ressources entreprises jusqu'à date par les agents des douanes. Ils visent plutôt à inciter l'ensemble des services, y compris ceux qui ne se verront pas attribuer un de ces véhicules, à redoubler d'efforts au quotidien afin que le résultat de l'ensemble leur procure à eux-mêmes d'abord la satisfaction légitime d'appartenir à des équipes gagnantes. Ensuite, le sentiment de fierté tout aussi légitime de prendre efficacement part au progrès dans notre cher pays. Très ému, le directeur général de la douane, en réceptionnant ces véhicules, a promis d'en faire bon usage et répondre aux attentes de l'État. C'est vraiment un sentiment de satisfaction qui anime toute la direction générale des douanes et tous les douaniers du pays. Dans son allocution, M. le ministre des Finances nous a dit, compte tenu de l'effort inouï fourni par le gouvernement, parce que vous a rappelé que toutes ces acquisitions ont été faites sur les ressources internes du pays, donc de l'État, il attend un doublement de recettes de notre part. Mon équipe et moi, nous nous engageons en tout cas de faire au mieux de nos possibilités pour ne pas décevoir l'État du Niger, qui est dans une situation où il n'a jamais eu autant besoin d'argent que cette année. Le ministre vous a parlé des financements traditionnels et le financement de la sécurité. Et naturellement, l'État ne peut compter que sur ses propres moyens pour assurer toutes ces dépenses de souveraineté. Ces 55 véhicules neufs viennent s'ajouter à 30 autres déjà réceptionnés le 24 février 2014. Ces gestes traduisent concrètement le respect de l'engagement des autorités de la 7e République de doter les régies financières des moyens en adéquation avec l'attente d'une mobilisation maximale de ressources pour alimenter le trésor national. Fin cet après-midi des travaux de l'atelier de plaidoyer pour le financement alternatif du secteur de la santé au Niger. C'est un atelier organisé par World Vision Niger et qui a regroupé les acteurs de la société civile du secteur de la santé dans notre pays. Le point avec nos reporters Halidou Bourema et Assoumana China. À l'issue de 2 jours d'échange, les participants ont formulé des recommandations allant dans le sens de la concrétisation de la gratuité de soins au Niger. Étant entendu l'engagement du président de la République cité plus haut et la déclaration de la politique générale du Premier ministre du Niger affirmant que le gouvernement ne reculera pas par rapport à cette situation, les participants et participantes recommandent l'appurement des arriérés liés au remboursement de la gratuité des soins pour concrétiser cette volonté politique. Pour ce faire, les actions et les mesures suivantes vont être initiées. Le renforcement de la gouvernance de la gratuité des soins par la mise en place d'un organe autonome de gestion, la mise en place des mécanismes de contrôle des factures de la gratuité des soins à temps réel, la sensibilisation de la population sur les enjeux et défis de la gratuité afin qu'ils adhèrent, la concrétisation de la volonté politique de l'État par le paiement régulier des factures relatives à la gratuité des soins, l'implication et la responsabilisation des collectivités locales dans le processus de gestion de la gratuité des soins.
Dans son mot de clôture, le président du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette rencontre. Vous me permettez de remercier l'ensemble en tout cas des participants et surtout l'effort soutenu pour contribuer au financement de la santé en général et au plaidoyer en vue que la gratuité soit une réalité. Pendant ces 2 jours, nous avons eu à réfléchir et nous avons eu à faire des propositions concrètes. On vous remercie sincèrement, non seulement d'avoir accepté de partager vos expériences, vos expertises, pour qu'une solution, sinon rationnelle, en tout cas, du financement de la santé en général, grâce aux apports ou du moins aux opportunités ou aux possibilités des financements innovants, mais aussi des financements alternatifs qui peuvent contribuer à rehausser, en tout cas, le plateau technique en mettant en œuvre un certain nombre d'activités à haut impact dans nos communes, dans nos districts. Cette activité témoigne une fois de plus l'engagement des organisations de la société civile à s'impliquer dans la recherche du financement du secteur santé aux côtés du gouvernement afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Le ministre de la Santé publique a rencontré hier après-midi à son cabinet des acteurs de la société civile et des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. Au cours de cette rencontre, les acteurs de la société civile nigérienne ont remis au ministre Manoua Gali les contributions de quelques bonnes volontés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de méningite qui sévit dans notre pays. Aboubakar Souley et Adamou Soumana pour le compte-rendu. L'épidémie de la méningite qui sévit au pays depuis quelque temps était au centre des échanges entre le ministre de la Santé publique entouré de ses collaborateurs et les acteurs de la société civile nigérienne. Dans son mot introductif, le ministre Manoua Gali a fait cas de la prise en charge des malades, de la riposte vaccinale et surtout la situation épidémiologique. 1er janvier au 4 mai 2015, un total de 3856 cas suspects, dont 265 décès, soit une létalité de 7,4%. Donc un nombre total, dis-je, a été enregistré sur l'ensemble du pays. Malgré la mobilisation de nos partenaires, le Niger est confronté à une pénurie de vaccins sur le marché international. Pour sa part, le porte-parole des acteurs de la société civile a annoncé à l'assistance l'appui de certaines bonnes volontés nigériennes dans ce combat contre l'épidémie et appelé par la même occasion les autres concitoyens à leur emboîter les pas. Nous lançons un vibrant appel aux opérateurs économiques de notre pays. Mais nous nous adressons aux opérateurs les plus sensibles, prêts à partager leurs dividendes, d'être plus solidaires à l'effet de contribuer à la préservation de notre santé, malgré les probables difficultés ou épreuves que nous aurions à affronter dans la recherche de ces rares vaccins. Notre appel va également à l'endroit de tous les Nigériens, la diaspora y compris, pour apporter leur modeste contribution. Moustapha Kadi a remis aux mains du ministre de la Santé la contribution du groupe Al-Izza constituée d'un chèque d'une valeur de 2 500 000 francs CFA. S'en est suivi une conférence de presse au cours de laquelle les hommes des médias ont été éclairés par le ministre et autres spécialistes sur différents contours de cette épidémie et sa gestion. Voilà, comme prévu, nous allons à présent vous proposer la partie magazine qui est consacrée à un entretien qu'on nous a accordé ce matin le président de l'Association nigérienne de défense des droits de l'homme ANDDH, le professeur Djibril Abarchi. Un entretien qui a porté sur une lettre adressée par l'association aux parlementaires, les députés nationaux, lettre dans laquelle l'association a demandé aux députés nationaux d'abroger purement et simplement la récente loi fixant le nombre de sièges de députés à l'Assemblée nationale, une loi dans laquelle donc le nombre de sièges de députés à l'Assemblée nationale est passé de 113 à 171. Je propose donc de suivre cet entretien que le professeur Djibril Abarchi a accordé à notre reporter Michel Deji. Très bonne réception. Et Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. La loi numéro 2014-71 du 14 novembre 2014 fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale que vous avez à l'époque jugé anachronique vient de faire l'objet de lettres ouvertes en date du 4 mai adressées aux honorables députés par l'association que vous dirigez
Il s'agit de l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme. Pouvez-vous nous dire le contenu de cette lettre ouverte, Monsieur le Président? Effectivement, comme vous venez de le dire, une loi a été adoptée en novembre 2014 qui augmente le nombre de sièges de députés à l'Assemblée nationale de 58. C'est-à-dire qu'on va passer de 113 députés à 171 députés. À l'époque où cette loi était en discussion, nous avions rendu public un communiqué pour dire que c'est une loi qui ne se justifie pas et qui entraîne des charges inutiles au peuple nigérien. D'autant plus qu'on ajoute 58 députés ou qu'on maintienne les 113 députés, eh bien, le travail de l'Assemblée, c'est-à-dire le vote des lois, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement, on peut le faire largement, très largement, avec même moins de 113 députés. D'une part. D'autre part, le Niger a d'autres priorités que de dire, puisque la population a augmenté, eh bien, on va faire un réajustement aussi en nombre de députés. Mais pourquoi on n'a pas procédé aux autres réajustements? Il y a tellement de nécessités à réajuster. L'eau, l'alimentation, la sécurité, la santé. Ben, c'est là-bas qu'il faut faire les réajustements. Nous avons dit que c'est inutile. Le contrôle de l'action du gouvernement ou le vote des lois ne sera pas mieux assuré parce qu'on a augmenté 58 députés que lorsqu'il y a 113 députés. Donc pour nous, c'est des dépenses inutiles. Mais mieux, c'est que la situation actuelle que nous vivons vient encore conforter notre analyse. Parce qu'aujourd'hui, nul n'ignore que les dépenses de sécurité, nous serons obligés de mettre la main à la poche pour assurer notre sécurité sur le budget 2016. Nous serons obligés de mettre la main à la poche pour mieux assurer la question de la santé, des épidémies qui ont coûté la vie à des dizaines de Nigériens, pour ne pas dire des centaines de Nigériens. Alors, pendant que le Niger est en train de traverser toutes ces difficultés, comment peut-on justifier que l'entretien des institutions soit une priorité? Non, en tout cas pas augmenter 58 députés. Ce sont des charges inutiles qu'on va mettre sous le dos des citoyens. Nous avons dit qu'il n'est pas tard. Les députés peuvent encore revoir leur copie, abroger cette loi. C'est un seul article qu'il s'agit de prendre pour mettre fin à cette loi et revenir à l'ancienne loi, c'est-à-dire les 113 députés. On le voit tout le temps. Les citoyens voient bien ce qui se passe à l'Assemblée. Même les 113 députés, ils sont toujours là pour adopter, pour faire le travail qu'ils font. Tout le monde le voit. Donc, a fortiori, nous justifier qu'il y a nécessité d'augmenter 58 députés. Aujourd'hui, 58 députés, c'est beaucoup de charges, plus qu'on ne le croit. Ce n'est pas seulement les indemnités à donner aux députés. L'hémicycle, là, il ne peut pas contenir 2 députés de plus. Si on doit mettre 58 députés, il faut un autre endroit. Les députés, c'est d'autres charges accessoires que cela va entraîner. Donc, nous avons dit aux députés, et nous savons qu'il y a des députés patriotes, et nous nous adressons à l'ensemble des députés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, parce que pour initier une proposition de loi, il n'y a pas besoin de toute l'Assemblée. Un député ou 2 députés peuvent faire cette proposition de loi-là et la faire adopter. Nous avons dit que nous comptons sur des députés patriotes, et il y en a à l'Assemblée nationale, pour faire une proposition de loi qui ne comporterait pas plus d'un seul ou 2 articles, pour qu'on puisse, avant qu'il ne soit tard, avant qu'on ne s'engage dans le processus électoral, pour remettre cette option en cause. Parce que les dépenses qui nous attendent, je demande à chacun de surveiller ce que va être le budget 2016. On n'a pas de choix sur certains postes. On n'a pas de choix sur la sécurité. On n'a pas de choix sur la santé, au regard de ce qui vient de se passer. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il faut une représentation des Nigériens de l'extérieur, il faut 58 députés à l'Assemblée nationale. Ça n'a aucune justification. La qualité des lois n'en pâtira pas et le contrôle de l'action gouvernementale non plus. Avec les 113 députés, on peut largement faire. D'ailleurs, au contraire même, plus le nombre de députés augmente, plus la qualité des lois sera moindre. Parce que la discussion à 113 n'est pas la discussion à 171. Il y a encore beaucoup moins de temps à gérer. Or, le temps est contre le travail bien fait, surtout en matière législative. Voilà les arguments que nous avons développés.
Est-ce à dire, Monsieur le Président, que vous ne partagez pas l'avis selon lequel cette loi vise une meilleure représentation des populations nigériennes? Aucun Nigérien ne s'est plaint de ce qu'il est mal représenté. La prise en compte de la bonne représentation a été faite depuis longtemps. Pourquoi on a créé les circonscriptions spéciales? C'était pour ça. Aucun Nigérien ne s'est plaint pour dire « Ah non, moi je suis mal représenté, il faut qu'on augmente ». Qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs dans la loi? On s'est basé sur le fait que la population a augmenté de 11 millions et quelques à 17 millions. Et donc, en appliquant le quota de un député pour 5 000 habitants, eh bien, ça fait 170 députés. Mais même la France a abandonné le réajustement du nombre de citoyens au nombre de députés. Pourquoi nous allons nous engager dans cette voie? Non seulement personne ne s'en plaint, il n'y a aucune nécessité de le faire. Et, plus grave, ce qui est même bizarre, c'est que la représentation des Nigériens à l'extérieur, qu'on a voulu présenter comme quelque chose qu'il faut faire parce que c'est juste. Le Nigérien qui est à l'extérieur, la plupart des Nigériens qui sont à l'extérieur, sont des Nigériens qui sont à l'extérieur pour des raisons économiques. Ils cherchent leur pain là-bas, leur gagne-pain là-bas. Ils mènent une activité. Les travaux de l'Assemblée nationale, les 2 sessions réunies plus les sessions extraordinaires, c'est au moins 6 mois de présence au Niger. Ils vont abandonner leur activité pour venir au Niger s'installer. Que vont devenir leurs affaires là-bas? Qui a exigé ça? Personne n'a jamais posé cette revendication. C'est seulement des calculs politiciens, ou du moins la classe politique qui parce qu'elle a en face d'elle un peuple qui n'est pas tout à fait éclairé sur les enjeux, eh bien, elle se permet de prendre n'importe quelle décision et on essaie de la justifier avec des arguments plus ou moins boiteux. Donc, la représentation à l'extérieur ne se justifie pas. Les intérêts de l'extérieur, l'intérêt des Nigériens qui sont à l'extérieur, il peut largement être pris en compte à travers le vote des lois, le contrôle de l'action gouvernementale, ce que font les 113 députés. Il n'y a pas besoin de dire il faut que le Nigérien à l'extérieur. Mais le Nigérien à l'extérieur, pourquoi des représentations diplomatiques? Ce n'est pas pour traiter la situation des Nigériens qui sont à l'extérieur? Combien de lois sont votées par an qui concernent les Nigériens de l'extérieur? C'est le code de la nationalité qu'on vient d'adopter. Il n'a pas réglé la situation des Nigériens à l'extérieur, même à leur absence. La situation des Nigériens à l'extérieur. Et en plus, s'il y a des députés qui doivent venir de l'extérieur, ça augmente davantage les charges parce qu'il faut prendre en charge leur transport, leurs frais de séjour ici, en plus des indemnités traditionnelles qu'on donne aux députés. Et en plus, cela suppose qu'ils abandonnent leur activité là pour venir s'asseoir à l'hémicycle pendant 6 mois dans l'année. Donc je pense que c'est des options qui ne sont pas justifiées du tout. Et c'est ça que nous avons dénoncé. Le Nigérien a d'autres priorités que ça. Monsieur le Président, vous êtes juriste. Que dit concrètement cette loi numéro 2014-71 du 14 novembre 2014 fixant le nombre de sièges de députés à l'Assemblée nationale? Autrement dit, comment se fera la répartition de ces sièges par circonscription électorale selon cette loi? Ce n'est pas comment ça se fera, c'est déjà fait. On a juste listé un certain nombre de circonscriptions et on a dit leur population a augmenté, et bien en conséquence, on va augmenter le nombre de sièges. D'ailleurs, pour certaines circonscriptions, ce n'est même pas l'augmentation de la population qui justifie l'augmentation du nombre de sièges. On ne sait même pas quel est le repère, quel est le critère qui a permis d'augmenter certains. Par exemple, je prends Agadez, je crois savoir qu'à Agadez, on a augmenté de sièges. Agadez, je ne sais plus quelle autre localité. On a ajouté des sièges comme ça, sans que cela soit justifié par l'augmentation de la population. On a pris donc les circonscriptions spéciales qu'on connaît, elles ont été reconduites avec chacune un siège. On a pris Agadez 6 sièges, Difa 7 sièges, Dosso 18 sièges, Maradi 29 sièges, Tawa 29 sièges, Tillabéri 22 sièges, Zender 31 sièges et Niamey 9 sièges. Et puis les 8 circonscriptions spéciales. Et pour les zones géographiques du reste du monde, on a pris la zone 1 qui regroupe le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo et le Ghana, 5 sièges. Le Nigeria, la zone 2, l'Afrique centrale et le Soudan, 3 sièges. La zone 3, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte, 1 siège. Et la zone 4, Moyen-Orient et Asie, 1 siège. L'Europe, 1 siège. Et l'Amérique, Canada, USA, 1 siège, ce qui fait 171 députés. Mais comment justifier ça? Ce n'est pas une priorité.
Ce n'est pas une priorité. Voilà comment on a fait pour faire croire aux Nigériens qu'il y a nécessité d'accroître les charges de l'État alors qu'il y a d'autres préoccupations. Et de toutes les façons, les jours à venir nous édifieront parce que le budget 2016 sera là. Il y a des dépenses dont l'augmentation est incontournable et pas des moindres. Je pense surtout aux dépenses de sécurité parce que le Niger est obligé de faire sa politique sécuritaire à travers les charges budgétaires. Il n'y a pas d'autre miracle. Professeur, vous avez alors, à travers cette lettre ouverte, appelé les honorables députés à abroger purement et simplement cette loi. Pensez-vous que cela est possible, d'autant plus que nous avons une majorité parlementaire qui soutient la politique et les actions du gouvernement qui a fait cette requête? S'ils ont, dans un moment de faiblesse, comme nous l'avons dit, voté cette loi à un moment donné, aujourd'hui, la situation que nous vivons, tant au niveau sécurité qu'au niveau de la santé, vient complètement conforter notre analyse pour dire les priorités, ce n'est pas l'augmentation du nombre de députés. Les priorités, c'est la sécurité, c'est la santé, c'est l'eau, c'est l'alimentation. Le Niger vient de faire tout récemment un appel à l'aide internationale pour dire nous avons encore des déficits alimentaires. On va continuer à mettre de l'argent dans l'entretien inutile des institutions alors qu'il y a des Nigériens qu'on ne peut pas soigner, qu'on ne peut pas vacciner. Il y a des Nigériens qu'on ne peut pas nourrir. Il y a des Nigériens qui meurent pour des questions de déficit d'équipement pour notre sécurité. Non, c'est inconcevable. Nous pensons que les députés, à la lumière des derniers développements qui achèvent de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus en son temps, que nous avons raison de dire qu'il y a d'autres priorités, nous pensons qu'il y aura des députés qui vont faire la même analyse que nous et qui prendront l'initiative de rédiger ces deux articles dans une proposition de loi. Le premier article qui consistera à dire que la loi est abrogée, le deuxième article qui consistera à dire que la présente loi donc sera adoptée comme loi de l'État, etc., publiée au journal officiel. C'est les deux articles qu'il faut adopter. Tout député peut le faire. Tout député peut le faire. Et nous sommes convaincus qu'il y a des députés patriotes qui vont entendre notre appel. Maintenant, si d'aventure ce que nous avons dit ne les intéresse pas, ils sont insensibles à ça, nous avons dit, dans notre conclusion, nous avons dit que l'histoire va les juger. Et si d'aventure ils entendent notre appel, eh bien nous avons dit que les Nigériens leur seront reconnaissants et Dieu leur en accordera la récompense. Voilà ce que nous avons dit. Ça veut dire que vous restez optimiste? Nous restons optimistes parce que nous sommes convaincus qu'il y a des députés patriotes et qui sont sensibles aux priorités des Nigériens. Et il ne faudrait pas, et ça serait dommage, si, parce qu'il s'agit de l'intérêt de la classe politique, qu'il reste insensible à cet appel-là. Ça serait bien dommage. Monsieur le Président, quelles seraient alors les actions qu'envisage d'entreprendre l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme une fois que votre appel ne serait pas entendu? Je pense qu'au-delà de la lettre ouverte aux députés, nous entendons bien porter le message auprès des Nigériens. Et nous pensons que les Nigériens savent ce qu'ils veulent. Et lorsque leur classe politique est en déphasage avec ce qu'ils veulent, nous pensons que les Nigériens sauront réagir de la manière qui convienne pour que leurs desiderata soient portés par ceux qui sont censés les représenter. Voilà notre espoir. Donc nous fondons l'espoir que si les députés ne nous entendent pas, les Nigériens nous entendront et je suis persuadé que les Nigériens sont convaincus de la justesse de ce que nous disons et feront en sorte que ce que nous disons là, eh bien, que tout le monde se mobilise pour que cette attente-là soit satisfaite. C'est ça notre préoccupation, ou c'est ça les perspectives que nous, en tout cas, nous entrevoyons. Professeur, merci. Je vous remercie aussi.